Le libre arbitre n'existe pas, 10e et dernier épisode, une révolution intérieure. Le libre arbitre n'existe pas, et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Henri Laborie disait dans son livre L'éloge de la fuite, que je vous conseille tellement, il disait « A-t-on pensé que, dès que l'on abandonne la notion de liberté, on accède immédiatement, sans effort, sans tromperie langagière, sans exhortation humaniste, sans transcendance, à la notion toute simple de tolérance ». C'est ce qu'on va examiner ici dans ce dernier épisode de ce podcast, la tolérance envers les autres, mais surtout et maintenant la tolérance envers soi. La tolérance envers les autres, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, à partir du moment où vous n'imaginez plus que l'autre est libre d'être ce qu'il est, alors il ne fait pas plus exprès d'être différent de vous que vous ne faites exprès d'être différent de ce qu'il est. Il ne fait pas exprès d'avoir des mœurs différentes ou d'avoir des opinions politiques différentes des vôtres. Et donc, sachant cela, vous retrouvez l'espace mental nécessaire pour, bien plus que de lui faire la guerre, avoir envie de comprendre les déterminants qui font que l'état de la matière qui compose cet organisme est dans cet autre état donné, cet état donné qui est différent du vôtre. Ça redonne l'espace mental, l'espace de processeur nécessaire pour, plutôt que de se concentrer à éliminer physiquement l'existence de l'autre, à comprendre les déterminants matériels de l'existence de la pensée de l'autre et à pouvoir éventuellement les modifier. Et puis, découvrir que le libre arbitre n'existe pas, découvrir que fondamentalement personne ni quoi que ce soit n'a quelque liberté fondamentale que ce soit, découvrir qu'on n'a au mieux que des degrés de liberté qui ne sont en lien seulement et strictement qu'avec la manière avec laquelle notre organisme est organisé tridimensionnellement, il n'y a pas de liberté de choix ou d'action là-dedans, amène également un apaisement intérieur fantastique, une révolution intérieure fantastique, parce que la découverte d'une tolérance envers soi-même. Au-delà de la souffrance qui est liée aux choses que vous vivrez dans la vie qui ne manqueront pas de vous arriver et de vous faire souffrir, en plus du fait que votre organisme, que vous le vouliez ou non, est comme il est, avec ses fragilités et ses avantages et ses inconvénients, et donc aussi ses inconvénients qui peuvent faire souffrir, vous ôtez, vous vous enlevez des épaules ce poids existentiel fondamentalement douloureux et permanent qui est de souffrir, de ne pas réussir à être autre chose que ce que l'on est. Ça, ces ruminations existentielles-là, ces ruminations anxieuses centrées sur le fait de ne pas réussir à être autre chose que ce que l'on est et donc souffrir du fait que l'on ne réussit pas à être ce que l'on voulait devenir lorsque l'on imaginait qu'un jour on deviendrait autre chose que ce qu'on est, etc. Ces ruminations existentielles, c'est vraiment le mal de notre culture, notamment occidentale, contemporaine, moderne et contemporaine. Le fait de croire fondamentalement que si tu veux, tu peux, et que chacun a la liberté de modifier sa destinée et de faire ce qu'il veut, et chacun serait libre de faire exprès, de faire bon usage dans sa tête de sa liberté d'action pour pouvoir décider de changer, décider de faire en sorte, au final, de réussir, alors il y a toujours, en sous-marin, dans votre tête, l'idée que si tu n'y arrives pas, si tu ne réussis pas, c'est que c'est de ta faute, et que donc tu ne peux que t'en vouloir à toi-même et que donc tu peux que te dénigrer, te critiquer. Et d'ailleurs, c'est bon pour la santé, critique-toi et dénigre-toi, ce sera le meilleur moyen que tu te bouges les fesses et que tu enfin réussisses à réussir. Cette anxiété, et notamment précisément cette anxiété de performance, elle gangrène toute notre société et elle gangrène toute notre vie depuis notre plus jeune âge jusqu'à notre mort. Elle est même d'autant plus forte aujourd'hui dans la dernière évolution de la culture capitaliste, qui est après, donc, comme on l'a déjà dit, la société de consommation, puis la société de loisirs. On est aujourd'hui dans une société du bonheur où le capitalisme et la marchandisation est allé s'emparer des derniers endroits où il n'était pas encore allé, qui est, une fois que j'ai privatisé et que je peux créer de l'enrichissement sur tout ce qui est extérieur, eh ben, je vais aller créer de l'enrichissement et de la valeur ajoutée et de la privatisation à l'intérieur des corps et au niveau émotionnel. Il ne tient qu'à toi, si tu es malheureux, de faire en sorte de faire les bons efforts maintenant pour être heureux.
Une fois que tu as la bonne machine à laver, la bonne voiture, le bon compagnon ou la bonne compagnonne, il ne tient qu'à toi maintenant d'aller faire la bonne méditation, d'avoir la bonne application de méditation guidée, d'aller voir le bon psychologue ou le bon psychiatre pour être heureux. Et d'ailleurs, si tu n'es pas heureux, il ne tient qu'à toi d'aller chez le coach de développement personnel pour être encore plus performant et encore plus heureux. Cette anxiété de performance, elle nous tient depuis qu'on est enfant jusqu'à notre mort, comme je disais, parce que il ne tient qu'à vous de faire les bons efforts pour réussir vos études, donc pour être intelligent, et puis si t'es pas assez intelligent, pour travailler à être intelligent, pour travailler ta mémoire, pour développer tes fonctions exécutives, puis pour faire les bonnes études, puis pour avoir le bon travail, puis pour pouvoir avoir plein d'argent, et pour avoir le bon compagnon, la bonne compagnonne, avec qui tu auras les bons rapports sexuels quotidiens, avec qui tu auras 3 orgasmes par rapport sexuel, et puis tu auras les enfants parfaits, beaux, intelligents, qui eux-mêmes vont faire les bonnes études, etc. Et puis d'ailleurs, dernier champ qui est aujourd'hui totalement rendu normal, il suffit de le vouloir pour le pouvoir. Si t'es pas assez beau par rapport au canon de beauté, bah t'as qu'à aller voir le chirurgien et puis te payer ton lifting brésilien pour pouvoir correspondre au canon de beauté. Et puis, pire que tout, avec la dernière révolution technologique, après la révolution industrielle, la dernière révolution technologique de l'histoire de l'humanité qui est Internet, puis les réseaux sociaux, vous avez en plus aujourd'hui, en un seul clic, accès à un modèle comparatoire permanent et systémique permanent pour pouvoir vous comparer sur tous ces domaines qu'on vient de citer avec toutes les personnes de la planète grâce aux réseaux sociaux. Et vous pouvez en permanence, votre cerveau peut en permanence chercher à voir si ou pas il a réussi en allant poster votre vie, en mettant de votre intimité en pâture dans l'espace public et en mesurant le nombre de likes pour savoir si ou pas votre vie vaut le coup, est likeable, si votre vie est donc réussie. Si vous découvrez que le libre arbitre n'existe pas, tout ce qu'on vient de dire là est complètement absurde, perd de son sens totalement. Si personne n'a la liberté de faire ce qu'il fait, mais que simplement c'est l'interaction entre la matière qui compose notre organisme et la matière environnementale qui fait que de fait, il y a une évolution de la matière universelle qui est telle qu'elle est, alors il n'y a plus de notion de mérite, il n'y a plus personne qui réussit ou qui échoue, il n'y a plus personne qui a une vie de merde ou une vie géniale, il n'y a plus que seulement la constatation de là où on en est et de là où ça va nous mener. Donc, vous vous délestez profondément, structurellement, fondamentalement de ce poids existentielle qui s'exprime sous la forme de rumination anxieuse de votre cerveau qui cogite en permanence qu'est-ce que je pourrais faire pour réussir à être ce que je voudrais être. Vous vous délestez de ce poids existentiel qui est la souffrance à ne pas réussir à être autre chose que ce que vous êtes de fait. De faire ça, ça ne fait pas à nouveau que vous allez tolérer la médiocrité dans laquelle vous êtes. De faire ça, ça va au contraire libérer une quantité de processeurs dans votre tête fantastique pour pouvoir être bien plus auprès de ce que vous êtes, bien plus à l'écoute finement de vos désirs et de vos besoins, et de pouvoir donc concentrer votre énergie non pas sur ce que vous ne réussissez pas à être, mais sur les choses que vous avez envie d'entreprendre avec en tête le rationnel scientifique qui est que vous le vouliez ou non, il se passera ce qui se passera. Le meilleur exemple, c'est pour la réussite sociale des stars, par exemple. Évidemment que dans notre société capitaliste contemporaine qu'on vient de décrire, fondamentalement libre-arbitriste, eh bien, on fantasme totalement la réussite des stars. Waouh, mais quels génies ce sont! Sincèrement, pour les avoir rencontrés par mon travail de psychiatre ou un peu de manière lointaine, côtoyés, rencontrés, en avoir entendu parler par mon activité de musicien, mais je peux vous le dire, il n'y a pas plus de mérite chez eux que chez qui que ce soit. Il y a autant de hasards, de rencontres dans la vie qui font un succès. Vous ne pouvez pas maîtriser, quand bien même votre production artistique est maîtrisée par votre organisme, vous ne pouvez en rien maîtriser que ce que vous proposez à une société à un instant T va résonner avec les besoins systémiques d'une sociologie, d'une culture à un moment donné. Vous ne pouvez pas faire exprès d'être déjà riche et avec un grand réseau à la base qui fait que, évidemment, ça va augmenter de manière exponentielle la probabilité que ce que vous produisez arrive dans les bonnes oreilles et dans les bonnes mains
des bonnes personnes influentes qui vont pouvoir faire prescription de votre art et dire que votre art c'est bien et faire en sorte que ça réussisse. Donc le mérite 0, mais en plus de ça, le bonheur 0. Ces personnes ne sont en rien plus heureuses que le reste de la société, voire même souvent au contraire, car pour en arriver à ce niveau de réussite, il faut avoir à un moment donné, notamment plus jeune, été tellement obsédé par cette réussite et par une production d'efforts et de travail pour pouvoir réussir, qui fait qu'ensuite, quand vous y êtes, si vous n'avez pas fait exprès de viser dans votre tête de surtout en avoir rien à foutre que ça marche ou pas, pour surtout ne pas être déçu si ça marche pas ou si un jour ça ne marche plus, si vous n'avez pas fait exprès de même vous servir de cette construction égotique, narcissique de la réussite pour pouvoir vous apaiser et n'avoir le plus vite possible, par pitié, plus besoin de réussite et du regard des autres et de likes et de machin, mais vous êtes éclaté d'angoisse existentielle ensuite, puisque la réussite étant là, ensuite vous avez une obsession de l'angoisse de la réussite qui pourrait s'arrêter. Et si votre album a réussi, l'angoisse que l'album suivant réussisse moins. Donc contrairement à ce qu'on nous vend, le succès est absolument pas kiffant en fonction de ce que vous en faites. Et très peu de personnes que j'ai pu croiser avec un peu de pouvoir ont cette sagesse-là dont on vient de parler à l'instant. Notre société libre-arbitriste contemporaine, elle est donc évidemment fortement pourvoyeuse de souffrances psychologiques parce que chacun est réduit à un niveau de représentation qui est seulement l'individu. On n'a plus de vision de soi, mais quand je dis vision, c'est pas de manière théorique, on n'a plus de vécu intuitif de soi comme étant inscrit au sein de notre communauté et d'une société. Auparavant, vous faisiez partie de la tribu et il n'était même pas question de s'individualiser de la tribu, c'était cette individualisation qui était mal vue, avec à nouveau ses avantages et ses inconvénients. Hein. Il n'y a pas là-dedans de jugement moral de ma part, je dis simplement d'un point de vue systémique, les inconvénients d'en être réduit à se représenter comme un individu libre individuellement, de pouvoir agir individuellement. Et puis d'ailleurs, vous voyez l'éducation qu'on a aujourd'hui, les parents vous souhaitent à vous, leurs enfants, que vous puissiez vous détacher d'eux et partir à l'autre bout du monde faire carrière. Avant, ce n'était pas le cas, on reprenait la boutique des parents, quoi. On reprenait le commerce des parents. À être avec ce niveau de représentation qui n'est que seulement et strictement individuel, vous êtes perdu au milieu d'une fourmilière informe, de gens informes, où du coup la fonction sociale n'est plus en soi l'inscription au sein d'une communauté, vous n'êtes plus utile en soi parce qu'inscrit au sein d'une communauté. Votre utilité sociale doit être créée, elle doit être inventée, elle doit être produite, elle doit être reproduite encore et encore et encore à la seule force de vos bras. En tout cas, c'est ce que la culture se raconte, alors que c'est évidemment faux. Et donc avec cette compétition en permanence avec tout ce qui nous entoure. Et donc cette société est très pourvoyeuse de souffrances psychologiques et de burn-out et d'anxiété et de troubles de personnalité, en tout cas d'acutisation de certains traits de personnalité et dont je vais vous parler maintenant. La personnalité, c'est à chaque instant, vous comme moi, la manière avec laquelle notre cerveau et notre organisme a, en raison de sa câblerie, en raison de la manière avec laquelle on est organisé tridimensionnellement, matériellement, la manière que notre organisme a d'interagir avec les choses et les gens, et la manière avec laquelle notre cerveau et notre organisme a de se défendre des agressions des choses et des gens. Et donc notre cerveau, il emprunte à une palette de possibilités d'interaction. On est tous plus ou moins, vous comme moi, plus ou moins narcissiques, hystériques, on dit maintenant histrioniques, paranoïaques, obsessionnels, dépendants, évitants, sociopathes et borderline. On dit aussi état limite ou personnalité émotionnellement labile. Tous ces éléments de personnalité ont des avantages et des inconvénients. C'est important de pouvoir être narcissique, c'est-à-dire de savoir ce que l'on vaut, d'être à l'écoute de soi et de savoir ce que l'on vaut, et si on se fait attaquer, de pouvoir savoir notre valeur. Par contre, si on est trop comme ça et qu'on est tellement comme ça à se défendre comme ça qu'on est incapable de se rendre compte de nos défauts et qu'on se défend toujours des critiques en se disant qu'on est meilleur que les autres, alors on a un trouble de personnalité de type narcissique. C'est important d'être un peu hystérique, c'est-à-dire d'avoir une capacité de séduction, par exemple à des fins sociales. Par contre, si votre cerveau n'interagit tout le temps que comme ça, et quand il est angoissé, il surcompense le doute par le fait de surséduire les autres, vous êtes absolument insupportable.
Pareil, paranoïaque par exemple, c'est utile d'être inquiet, de se demander quels sont les avantages pour les autres à agir tels qu'ils agissent, et si ça ne se fait pas à notre détriment, si on l'est trop, c'est insupportable. Et sociopathe, c'est important de pouvoir, quand on n'est pas content, taper, quand on a faim, prendre, se servir. Par contre, évidemment, en société, on apprend à réguler ces comportements-là. Et par exemple, mais quand vous êtes dans une société, un fonctionnement sociétal fondamentalement violent où tout le monde agit comme ça, vous vous faites bouffer si vous n'agissez pas comme ça. Donc évidemment que les gens qui grandissent dans des milieux sociaux très violents apprennent ça de fait. Et donc cette personnalité borderline. La personnalité borderline, pareil, a des avantages et des inconvénients. Vous comme moi, nous avons au fond de nous ce besoin de sens, ce besoin de romantisme, ce besoin de se voir en relatif être ce que l'on est par rapport au reste, par rapport à ce que l'on fantasmait, par rapport à ce que l'on voulait être. Vous comme moi, on a tous ce besoin de sensations fortes, sensorielles, émotionnelles, physiques, etc. Et du coup, l'avantage de ce comportement fondamentalement romantique, c'est que c'est ça qui nous pousse à suivre nos rêves, à produire des rêves, et si on n'est pas satisfait, à pouvoir changer de travail, de mode de vie, d'amour, etc. L'inconvénient par contre est que si vous êtes trop obsédé par ça, trop obsédé en permanence par tel que je suis par rapport à ce que je voudrais être, par rapport au canon de beauté de tel qu'il faut être aujourd'hui dans la société, vous êtes d'une douleur permanente, d'être totalement tout le temps perdu dans vos ruminations, anxieuses, incapable d'être là, ici et maintenant, en train de vivre les choses telles qu'elles sont, toujours dans une anticipation de l'effet que pourrait avoir ce que vous dites et ce que vous faites, etc. Et il y a chez ces gens-là une angoisse de vide majeure, et c'est même pour lutter contre cette angoisse majeure que les personnes sont toujours vers une fuite en avant comme ça, et que du coup il y a des conduites à risque sexuelles, une recherche de sensations physiques, des comportements de conduite addictive, éventuellement dans des moments de crise d'angoisse majeure où l'angoisse est tellement forte qu'il y a besoin de se calmer de quelque manière que ce soit. Il y a des personnes qui ont même besoin par exemple de se faire mal physiquement et par exemple de se scarifier pour calmer l'angoisse à l'intérieur. Ces éléments de personnalité-là, on peut imaginer qu'ils ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité. C'est utile d'un point de vue cognitif d'avoir ce rapport au réel. Mais évidemment que notre société capitaliste, elle surdéveloppe et elle surstimule ces fonctionnements-là, au détriment d'une assise narcissique tranquille, d'une assise parano tranquille, d'une assise dépendante tranquille, d'une assise obsessionnelle tranquille, etc. Notre société est une société qui nous pousse en permanence à toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus de partenaires, toujours plus. Et donc, dès que, par exemple, votre cerveau identifie qu'il n'est plus dans un état passionnel, amoureux, permanent, alors il flippe d'avoir une vie de merde, et tout de suite, donc, il faut changer, quitter son foyer, quitter son amoureux, son amoureuse, pour à nouveau tester encore mieux, toujours plus, etc. Et c'est évidemment des parcours chaotiques qui mèneront à rien, puisque évidemment que la réalité physique de votre cerveau est la même avec un autre partenaire, et donc ce sera la même merde, il y aura une phase passionnelle qui finira par passer, et il faudra bien tranquillement vivre avec ça, et avec l'amitié profonde et la complicité profonde qui remplace l'état passionnel neurologique, qui probablement n'a d'utilité d'un point de vue de la survie de l'espèce que parce que ça fait avoir beaucoup plus de rapports sexuels et que ça augmente donc la probabilité de se reproduire. Quand vous découvrez que le libre arbitre n'existe pas, je leur dis, tout ça devient absurde. Tout ça devient absurde de manière théorique, et donc tout ça devient absurde peu à peu d'un point de vue psychologique, et peu à peu, vous pouvez trouver cet apaisement. Évidemment qu'initialement, quand on découvre que la vie n'a pas de sens, je ne fais pas exprès d'être là, je n'ai rien demandé à personne, mes parents ont fait des trucs un jour et puis ça a donné ça. Évidemment que quand on découvre que la vie n'a pas de sens en soi et que notre organisme nous fait vivre du sens aux choses, mon cerveau ne sait pas faire autrement que d'associer une valence émotionnelle aux choses, mon cerveau ne sait pas faire autrement que me dire que ça j'aime ou que ça j'aime pas, il est câblé neurologiquement comme ça. Si on n'était pas câblé comme ça, on serait perdu au milieu d'un océan d'informations, notre cerveau ne saurait pas vers quoi se porter et donc on serait un singe mort depuis longtemps avant de se reproduire. Évidemment que quand on découvre ça, initialement, c'est un vertige total.
Évidemment que quand on découvre que l'on ne fait rien exprès et que cette illusion de libre arbitre est fausse et qu'en fait on est comme une pierre qui roule simplement en train d'agir des réactions, évidemment que c'est un vertige existentiel majeur. Et en fait, face à ces angoisses existentielles majeures, l'être humain a deux grandes possibilités. Soit il s'invente un récit pour pouvoir croire que c'est pas vrai et s'inventer autre chose à la place qui le rassure, typiquement la religion et des récits franchement parfois à dormir debout. Je veux dire, on a tous, au moins quand on est enfant et quand on est ado, quand on grandit, une angoisse de la mort. Évidemment que c'est rassurant de se dire qu'il y a une vie après la mort ou que notre âme va se réincarner dans un autre corps. Évidemment que c'est rassurant de se dire qu'il y a un être sacré qui est mort pour nous et qui veille sur nous en permanence et qu'on n'est jamais seul parce que Dieu est là pour nous. Mais vous voyez la chose. L'avantage, c'est ça. L'inconvénient, c'est que ça demande au quotidien de réactualiser sa croyance pour pouvoir tous les jours se trouver des bonnes raisons de croire à des trucs franchement déjà impossibles à prouver, impossibles à percevoir. D'ailleurs, on va le dire rapidement, mais la meilleure preuve que quelque chose n'existe pas, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de preuve que ça existe. Point. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que vous devez tous les jours vous convaincre que la croyance est juste, même quand c'est aussi absurde et improbable qu'il était une fois une personne, une femme, qui est tombée enceinte du fait qu'un ange lui a parlé par l'oreille et qui a accouché d'un être qui était le Fils de Dieu et que le Fils de Dieu qui ensuite a ressuscité avec son corps qui a disparu et qui est allé au ciel. C'est pas simple, hein. Mais vous voyez que là, même les humains sont intelligents, c'est que même ce doute a été rationalisé et ça s'appelle la foi. La première possibilité, c'est ça. L'autre possibilité, c'est tout simplement de faire le deuil, de faire la paix avec les choses telles qu'elles sont et avec le tragique de la vie, du processus qu'on est en train de vivre, bien malgré nous et de fait. Comme tout deuil, comme tout processus qui amène à faire la paix avec quelque chose, initialement, on le rejette, puis on négocie, puis on s'effondre, puis on fait la paix. Quand on découvre que le libre arbitre n'existe pas, c'est comme quand on découvre pour la première fois la notion d'absurde. Par exemple, quand on lit le mythe de Sisyphe de Camus. C'est un bouleversement total, un vertige total. Et puis ensuite, notre cerveau, par la tangentielle, va essayer de saisir cet objet cognitif, cet objet symbolique dont on lui parle, et il va même réussir cette chose incroyable que d'associer du sens, par exemple, au mot qui précisément veut dire l'absence de sens, comme le mot absurde. C'est pareil pour le libre arbitre. Peu à peu, passer ce vertige, il y a une familiarité qui se fait avec cette nouvelle façon de penser, avec ce nouveau paradigme, et en fait, passer cet effondrement du sol sous nos pieds, on retrouve peu à peu contact avec une nouvelle terre qui est en fait beaucoup plus stable, et beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée que celle qu'on connaissait auparavant. Et ce qui est marrant avec la disparition de l'existence du libre arbitre, c'est pas qu'on vous invente une nouvelle vie d'un nouveau monde, c'est que vous découvrez simplement ce même monde qui existe là devant vos yeux, simplement avec des lunettes d'illusion en moins. Alors on n'invente rien de fondamentalement ici, et c'est marrant de constater que cette spiritualité qui se dégage de ce discours, cette ontologie qui se dégage de ce discours, se rapproche en fait d'ontologie et de rapport à soi, à l'humanité et au réel, qui ont évidemment déjà existé dans l'histoire et qui existent par exemple encore aujourd'hui dans les spiritualités asiatiques comme le bouddhisme par exemple, où il y a toute une réflexion sur l'interdépendance des gens et des choses et des entités, sur le fait que le soi n'existe pas et de réussir à penser le non-soi et de penser l'apaisement avec le fait de faire la paix avec les douleurs et les plaisirs tels qu'ils nous arriveront ici et maintenant. Et la méditation est par exemple un outil qui permet d'accéder peu à peu à cette paix que l'on fait avec ce que l'on est et avec la réalité telle qu'elle nous sera donnée à être perçue et à découvrir. J'aimerais terminer ce podcast et ce dernier épisode en vous lisant les dernières lignes du livre que j'ai écrit à ce sujet et qui s'appelle « Le libre arbitre n'existe pas », que j'essaye de faire publier en ce moment. À la place de ses performances, de ses bonnes décisions et de ses erreurs, de ses réussites et de ses échecs, de ses mérites et de ses défaites, se substitue le vide, puis le rien, car en lieu et place de ces vues de l'esprit, il n'est en fait rien.
même plus rien. À la place de ces dieux, de ces destins, de ces mektoubs, de ce qui était écrit, il n'est tout juste rien. À la place de ces enjeux, car à la place de ce sens que notre cerveau crée partout, il n'est en fait rien. Rien d'autre que l'agitation de matière qui survient, de fait et bien malgré soi. Rien d'autre que l'agitation de matière qui n'a d'ailleurs pas de sens en soi. Et il n'est plus besoin d'intermédiaires, de gourous, de leaders, de guides spirituels, de liturgies, de livres sacrés ou de gardiens du temple pour accéder à cela. Il n'est plus besoin que de ces quelques outils, de ces quelques intimes convictions et de ce nouveau paradigme pour réapprendre à apprécier ce monde tel qu'il est, tragiquement, tranquillement et apaisé. Cette maladie qui épuise mon parent, cet anévrisme dont la rupture me surprendra, cet attentat qui me tue, de même que cette naissance splendide qui arrivera, cet amour si fort que je vis avec ma compagne, ou cette pleine lune que je vois se lever ce soir, tout cela n'est enfin plus que processus déjà en cours et de fait, processus que je ne suis enfin plus que paisiblement condamné à vivre en première personne, enfermé que je suis dans cette solitude fondamentale qui se terre derrière mes yeux. Nous voilà enfin, toutes et tous, nous, je, vous, seuls, fondamentalement seuls et au clair avec notre plus profonde essence. Nous voilà enfin en face de ces êtres que nous sommes et qu'incessamment, que nous le voulions ou non, nous sommes irrémédiablement en train de devenir. Nous sommes là, vous et moi, vivants, bien malgré nous, et tels que nous sommes, Sisyphe condamné à l'absurde, Sisyphe qu'il n'est pas absurde de vouloir imaginer heureux. Nous n'avons que cette seule vie à vivre, et elle finit tout à l'heure. D'ici là, il pourra n'être question que de souffrir le moins possible et de prendre le plus de plaisir possible. D'ici là, d'ici que tout continue, nous ne ferons que vivre ces vies qui nous arrivent, et que cela nous plaise ou pas, ces vies qui n'ont pas de sens, ces vies qui ne sont tout au plus que des trajectoires, des histoires, processus irrémédiables, vagues et ressacs, essors et effondrements. Le libre arbitre n'existe pas, et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Ainsi donc, contrairement à ce que l'on peut bien s'en raconter, le libre arbitre n'existe pas et il n'a jamais existé. Il est temps maintenant qu'on reparte chacune et chacun examiner cette proposition, au plaisir d'en parler avec vous, au plaisir d'échanger. Il est temps que ça se sache. Le libre arbitre n'existe pas et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver.